Donc, bienvenue à tous pour cet après-midi LLVM pour les nuls. On va commencer par une présentation de Philippe Virouleau de Quarks Lab sur LLVM, un framework de compilation, mais pas que, en introduction. Donc, Philippe, c'est à vous. Eh bien, merci beaucoup. Donc, je suis Philippe Birlot. Dans la vie, je travaille à Quarksab et je développe un obfuscateur de code basé sur LLVM. Et donc, je vais essayer de vous présenter, là, pendant la demi-heure qui vient, mon expérience avec LLVM et puis ce qu'on peut faire un peu avec, et puis vous essayer de vous présenter aussi tous les outils qui y sont liés. Et donc, je vais commencer par une introduction rapide de ce qu'est LLVM et puis des bases de la compilation, histoire qu'on sache de quoi on parle. Ensuite, je ferai une description de l'architecture de LLVM en tant que, de l'infrastructure de compilation. Ensuite, je vous parlerai de la représentation intermédiaire de LLVM qui est au centre en fait de toute l'architecture. Et je terminerai par quelques exemples de comment on implémente en fait, des passes au sein de LLVM, des transformations. Et j'essaierai de vous démontrer que c'est en fait assez facile de construire des outils qui se basent sur LLVM. Et je terminerai par une petite digression sur qu'est-ce qu'on peut faire avec LLVM qui sera illustré un peu plus tard dans la journée par les différentes présentations. Donc, qu'est-ce que c'est LLVM en très bref? C'est une infrastructure de compilation qui se repose en particulier sur la représentation intermédiaire LLVM. Donc ça, je reviendrai en détail plus tard sur ce que c'est, mais c'est un langage, et à partir du moment où votre outil est capable de parler ce langage, alors vous pouvez interagir avec le framework de LLVM et bénéficier en fait de tous les outils qui sont dedans. Concrètement, parmi ce que vous connaissez probablement, il y a le front-end C++ qui est Clang, et donc qui permet de générer de l'IR LLVM à partir d'un fichier en langage C++. Et dans ce que vous avez sûrement utilisé aussi, il y a les différents backends de LLVM qui ciblent à la fois les architectures, les architectures vraiment connues, type ARM, AMD64. Oui, si tu veux un... Et donc, en fait, quand on appelle le compilateur, ça fait vraiment toute la chaîne front-end, optimisation sur l'IR et back-end. Donc, on peut voir ça comme une alternative à GCC, vu que leur ligne de commande, leur interface est compatible. Il y a 2-3 différences principales. La première, c'est la licence. LLVM a toujours eu une licence qui était très permissive avec les utilisations commerciales, et c'est ça qui fait, entre autres, qu'elle rencontre un grand succès auprès des vendeurs de type Google, ARM et Apple. Alors que GCC a, à l'inverse, une licence GPL, ce qui rend les compilateurs à closed source un peu plus dur, enfin impossible à développer en se basant dessus. Au niveau de la code base, il y a aussi quelques différences majeures. GCC est toujours écrit en C alors que LLVM est écrit en C++ moderne. Et d'expérience personnelle, c'est un peu plus facile de créer des outils qui se basent sur LLVM plutôt que des outils qui se basent sur GCC. Donc la compilation, qu'est-ce que c'est? Si je vais faire un mini rappel, en gros, au début, on a un code source, et à la fin, on a un programme qui s'exécute sur l'architecture cible. Et entre ces deux objets, on a un certain nombre d'étapes qui se mettent en place et qu'il faut avoir en tête pour pouvoir réussir à comprendre quels outils sont impliqués dans ces étapes. Donc, il y a typiquement, en général, dans le cas du C et du C++, il y a une étape de pré-processing où on va juste transformer du texte. Vient ensuite une étape de compilation où on va générer un langage assembleur. Ensuite, ce langage assembleur va être transformé en code objet. Et potentiellement, on fait ça pour plusieurs fichiers. Et une fois qu'on a tous nos fichiers objets, on va les donner au linker avec un certain nombre de librairies indépendantes qui va créer un objet, un binaire exécutable sur une machine et qui sera chargé en mémoire. Donc, toutes ces étapes, c'est pas... En fait, quand vous tapez genre GCC et un fichier .c, tout le processus est transparent pour l'utilisateur, mais toutes ces étapes se passent. C'est-à-dire que en fait, GCC, c'est un driver, ou Clang, c'est un driver qui va appeler les différents outils aux différentes étapes pour faire les bonnes choses.
Et donc, en plus des outils de compilation, on a un certain nombre d'autres outils qui sont utiles dans un cadre général. Là, je ne parle pas juste dans le cadre de LLVM, mais dans le cadre général, quand on manipule des objets binaires ou qu'on fait de la compilation, il y a différents outils qui sont utiles. Je pense notamment à UpJump ou readelf qui vont nous permettre d'obtenir des infos sur les fichiers objets, typiquement les différentes relocations, l'assembleur de telle ou telle section. On va avoir des outils qui vont nous permettre d'accéder aux symboles et aux dépendances, typiquement NM ou LDD. Et puis d'autres outils un petit peu plus anecdotiques qui vont nous permettre d'avoir des informations sur soit le nom des fonctions démanglées. Quand on fait du C++, en fait, il y a une convention de renommage des symboles dans les binaires, et donc il y a des outils pour... cette convention est parfois obscure, et donc il y a des outils pour améliorer la lecture des symboles, des outils pour récupérer les chaînes de caractères dans les binaires. Et on a un certain nombre d'outils pour manipuler les fichiers. Typiquement, je pense à AS qui va générer spécifiquement d'assembleurs, AR qui va nous permettre de créer des librairies statiques à partir d'un certain nombre de fichiers, ou LD qui est tout simplement le linker qui sera utilisé par le compilo sur la plateforme. Il y en a tout un tas d'autres. Et donc, en fait, quand on parle d'un compilateur, on ne parle pas juste d'un programme qui fait la compilation, on parle de tous ces outils. Donc maintenant, voilà, ça c'est pour le contexte de la compilation. Dans le cas particulier de l'LLVM, l'architecture est assez particulière et assez extensible. On a au centre de l'architecture l'optimiseur de l'LLVM qui est opt et qui fonctionne sur la représentation intermédiaire LLVM. En entrée de cet optimiseur, on a un certain nombre de front-end. Donc là, j'en ai mis 2-3 qui sont assez communs et qui vont prendre du langage source en entrée et qui vont sortir de l'IR-LLVM en sortie pour l'optimisateur. Et après que l'optimiseur soit passé sur l'IR-LLVM, on a un certain nombre de backends qui vont générer vraiment le code pour l'architecture cible qu'on souhaite viser. Cette architecture-là fait qu'en fait, c'est très simple pour un vendeur extérieur, une personne extérieure, d'arriver, de dire « Ok, moi j'ai un nouveau langage, j'aimerais bénéficier de toute infrastructure d'optimisation, de compilation et des outils de LLVM. Qu'est-ce qu'il faut ? J'ai juste à implémenter un front-end custom qui va sortir de la représentation intermédiaire LLVM. Et si je veux cibler des backends standards, j'ai rien à faire de plus qu'ajouter ce front-end. Et si au contraire, je suis un fabricant de puces qui dit « Ok, voilà, j'ai fabriqué ma puce, j'aimerais bien bénéficier de tout ce que fait LLVM et Clang pour que ça s'exécute sur ma puce. Qu'est-ce que je fais ? J'implémente un nouveau backend et ça se fait très simplement. J'ai juste à faire une sélection d'instructions, quelques transformations et voilà, j'ai mon backend pour ma puce et je bénéficie de tout ça. Donc ça, c'est pour le schéma un peu général. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans l'optimiseur et dans le back-end? En fait, tout fonctionne à base de passes. C'est-à-dire qu'on va avoir de l'IR en entrée, on va avoir un certain nombre de passes d'optimisation, de transformation, de nettoyage, ce qu'on veut. Tout ça, ça va travailler sur de l'IR. À la fin, on va avoir de l'IR et dans la génération de code, on aura le même système à base de passes où on prend de l'IR, de l'IR, et à la fin, on obtient par contre de l'assembleur pour la machine cible. Donc typiquement, on peut citer dans les passes d'optimisation sur l'IR-LLVM des transformations qui sont assez standards en compilation. Hein. Je pense à l'inlining de fonctions, à l'élimination de code mort, la propagation de constantes, toutes les optimisations sur les boucles, la vectorisation. Tout ça, ça peut se faire en fait au niveau de l'IR-LLVM et sera traduit après ce sera traduit en langage machine après par la génération de code qui, elle, s'occupe plutôt de faire l'allocation de registres, la sélection des instructions et certaines optimisations qui sont spécifiques aux architectures. Donc tout ça, c'est documenté. Il y a, si vous voulez, la liste des passes, il y en a des tonnes et des tonnes. Je vous laisserai aller regarder sur Internet parce qu'on ne va pas se passer sur tout. Hein, on n'a pas le temps. Mais, donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Et en plus de ça, LLVM réimplémente certains outils standards dont je vous ai parlé. Typiquement, UpJump, on a un LLVM UpJump. readelf, qui sert normalement à... je dis normalement.
Normalement, ça sert à obtenir des informations sur les fichiers ELF. En fait, ils ont réimplémenté readelf et un autre outil qui s'appelle readobj et qui, plus généralement, permet d'obtenir des informations sur des fichiers au format binaire. Donc, c'est quoi la motivation derrière réimplémenter ces outils standards? En fait, ELF, c'est pas la seule norme c'est pas le seul format pour des binaires. On a aussi typiquement Portable Executable pour Windows ou Mac OS pour OS X. Et du coup, en fait, les outils qui sont présents dans l'LEM peuvent manipuler tous ces différents formats de manière transparente pour l'utilisateur. C'est-à-dire que votre objdump, si vous prenez readelf et que vous essayez d'obtenir des informations sur un Mac OS, ça ne va pas marcher. Si vous prenez LLVM readelf ou readobj, ça va marcher. Il y a d'autres outils un peu plus spécifiques, typiquement à OS X, qui ont des formats de formats de binaires un petit peu exotiques, voire bizarres. Les outils type type 4 ont été réimplémentés pour que ça fonctionne. Donc, il y a aussi, le linker. Le LLVM implémente aussi son propre linker si on le souhaite. Dans les autres outils que vous connaissez peut-être, et que si vous ne les connaissez pas, je vous conseille d'y jeter un œil parce que ils sont assez pratiques. Ce n'est pas pour de la compilation pure, mais c'est plus pour de l'aide au développement. Typiquement, je pense à Clang Format. Vous avez votre code source en C++. Vous avez un ensemble de règles d'indentation, de structure de code à respecter. Vous pouvez les définir dans un fichier de configuration Clang Format. Vous appliquez Clang Format sur votre base de code et hop, tout est fait. Donc ça marche parce que y a un front-end qui permet de générer une abstraction pour le code source et de faire des transformations dessus. Un autre outil qui est super pratique, c'est ClangTidy. ClangTidy, c'est un peu plus évolué que ClangFormat. On est capable de dire dans la configuration de ClangTidy, j'ai envie d'avoir mes variables ou mes fonctions, mes noms de fonctions qui suivent telle ou telle convention de nommage, et ClangTidy va permettre de les garantir, de les forcer et de faire en sorte que le code suive ces conventions. Donc, typiquement, il y a déjà des configurations qui arrivent toutes faites, typiquement les guidelines du standard C++, le style de LLVM. C'est quelque chose qui permet de très facilement aller mettre en forme votre base de code. Maintenant, on va passer à la partie un peu centrale de l'architecture LLVM, qui est la représentation intermédiaire LLVM. Donc, grosso modo, c'est un langage qui est assez proche de l'assembleur, qui est à mi-chemin entre le C et l'assembleur, je dirais. Et structurellement, la racine du fichier, c'est un module. C'est-à-dire que ça va contenir un module, ça va contenir toutes les informations de l'unité de compilation, et sous forme d'objets globaux. Donc, on aura des variables globales et des fonctions. Dans les fonctions, on aura un certain nombre de basic blocks, et dans ces basic blocks, on aura un certain nombre d'instructions. Si on va aller un peu plus loin, on peut même dire que chaque instruction va avoir des opérandes qui utilisent des instructions précédentes, enfin des valeurs précédentes, pas forcément juste des instructions. Concrètement, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. On a, alors normalement, vous devez voir le pointeur de ma souris, mais on a des fonctions, donc des déclarations de fonctions sans forcément leur définition. On a des définitions de fonctions qui prennent des paramètres. Implicitement, en fait, en début de fonction, on a toujours un premier basic block. Quand on veut créer un nouveau basic block, on a un nouveau label et ça nous fait un basic block. Et à l'intérieur de chaque basic block, on a un certain nombre d'instructions. Alors, il y a un certain nombre de choses qu'on peut voir. Déjà, on a des types, on a des pointeurs, on a des types. Ça se lit vraiment comme on lirait du C. C'est assez intuitif. Je ne vais pas tout décrire en détail, mais c'est en gros à ça que ça ressemble. Et donc, concrètement, en termes de fonctionnalité, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette représentation intermédiaire? Déjà, elle est sous forme SSA. Alors, je reviendrai sur ce que ça veut dire juste après. Toutes les expressions qu'on utilise, elles sont typées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire, par exemple, une addition entre un entier de 32 bits et un entier de 8 bits. Si on veut faire ça, il faut d'abord caster soit l'entier de 32 bits en 8 bits, soit l'entier de 8 bits en 32 bits.
Le nombre de variables qu'on peut déclarer dans la représentation intermédiaire est illimité. Une fois encore à cause de la forme SSA. Les entiers ont des types. Les entiers sont non signés par défaut, enfin sont non signés tout court. Les tailles sont arbitraires, c'est-à-dire qu'on peut faire un... ici, on a vu qu'il y avait un i32, on a des i32 partout, on peut très bien faire un i1, un i8, un i7 si on a envie. C'est complètement arbitraire. Et au niveau du jeu d'instruction, c'est assez proche d'un risque. C'est assez limité, mais assez expressif. On a des loads et des stores vers la mémoire. Il y a les opérateurs arithmétiques usuels. On a des opérations sur les pointeurs aussi. Si vous connaissez le load effective adresse en assembleur, bah, on a à peu près l'équivalent, quelque chose qui ressemble beaucoup, qui s'appelle le get element pointer et qui fait des calculs d'adresse. Et on a évidemment tout ce qui est branchement et conditions. Et donc, je vous ai dit que c'était une forme SSA. Qu'est-ce que ça veut dire? SSA, c'est pour Static Single Assignment. Et ça veut dire que chaque valeur dans la représentation intermédiaire est définie une seule fois. Mais par contre, vous pouvez utiliser un nombre infini de valeurs. Alors, c'est quoi la motivation? Si on regarde ici, par exemple, le code de cette fonction foo, on voit qu'il y a deux instructions, enfin 3 instructions. Une première valeur %2 qui est le résultat d'une comparaison entre 0 et %1. Une deuxième valeur %3 qui est une addition entre les 2 paramètres de la fonction. Et une dernière instruction qui va utiliser la valeur %3. Et donc, si on n'avait pas de forme SSA et qu'on avait ici %2 égale quelque chose, %2 égale autre chose, un être humain verrait tout de suite que la première instruction %2 est inutile, mais du point de vue purement d'un ordinateur, en fait, ici, c'est immédiat de voir que comme le %2 n'a pas d'utilisateur parmi les instructions suivantes, bah, en fait, on peut tout simplement la supprimer. Donc, la forme SSA a plusieurs attributs qui sont assez agréables pour l'optimisation de code. En particulier, la chaîne usedef est complètement explicite et n'a qu'un élément. Donc, en fait, ça veut dire que c'est facile de remplacer une valeur par une autre valeur. Si on a envie de dire, ah bah là, cette valeur, c'était 5, et puis bon, bah, j'ai envie de la transformer, je veux mettre autre chose, bah, on sait exactement où cette valeur a été utilisée, et donc le remplacement est immédiat. Si on veut éliminer du code, c'est tout aussi facile, parce que du coup, on est capable de dire si oui ou non une valeur est utilisée. Et il y a toutes les optimisations type propagation de constantes ou propagation de valeurs sont faciles, puisqu'il suffit de prendre les utilisateurs et de remplacer. Et donc, globalement, cette forme permet de rendre l'optimisation de code beaucoup plus facile que dans d'autres cas. Donc, cette représentation intermédiaire, elle peut être stockée sous différents formats. En format lisible pour un être humain, donc ça c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on vient de voir, en format binaire pour être stocké sur un disque dur par exemple, donc ça je ne vais pas vous mettre d'exemple parce que ça n'a pas de sens, et la dernière manière dont on peut stocker, dont on peut lire l'IR, c'est dans la mémoire, c'est typiquement à travers l'API d'LLVM. Ici, notre A d'entre 4 et 5, il peut très bien se représenter dans l'API LLVM comme la création d'une addition entre 4 et 5 et qui a pour nom A. Et donc ces trois expressions seraient équivalentes. Ce qui nous emmène à comment on implémente des passes dans l'LLVM, comment on fait des transformations. Alors, c'est quoi une passe? Avant de vous mettre du code, je vais juste essayer de décrire ce que c'est. Donc, au plus simple, c'est tout simplement quelque chose qui passe sur une unité de la représentation intermédiaire. Donc, ça peut être le module en entier, une fonction, une fonction, un basic block et d'autres choses dont je ne vais pas parler là, et qui peut éventuellement la transformer, et qui peut éventuellement calculer quelque chose à propos de l'unité de l'IR qu'on est en train de regarder. Et donc, dans LLVM, on distingue 2 types de passes. Les passes qui ont pour but de transformer l'unité de l'IR qu'on est en train d'observer, qui peuvent dépendre sur des passes d'analyse, qui peuvent éventuellement invalider certaines analyses. Donc, typiquement, des exemples de passes de transformation, il y a l'élimination de code mort ou la propagation de constante. Et l'autre type de passe, ce sont des passes d'analyse. Et dans ce genre de cas, l'IR sur lequel s'applique la passe n'est pas mutable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas transformer l'IR qu'on analyse.
et ça produit un certain résultat. Donc, ce résultat, généralement, il est mis en cache, il est calculé à la volée, enfin, quand on en a besoin, et il est mis en cache par le gestionnaire des analyses. Et on peut citer par exemple le dominator tree ou les analyses d'alias qui sont utilisées par les passes de transformation. Avant de vous montrer du code, je vais juste faire une toute petite digression sur le gestionnaire de passes, puisque depuis LLVM 13, ils ont déprécié l'ancien pass manager, et donc tous les exemples que je vais vous donner ont été exprimés avec le nouveau pass manager, et j'aurai quelques détails d'implémentation à vous fournir juste après. Donc concrètement, à quoi ça ressemble une passe? Ça ressemble à ça. Donc d'habitude, j'aurais pu vous faire une passe un peu type Hello World où on imprime des trucs, mais je me suis dit, je vais quand même vous faire un truc, un chouïa plus évolué, et puis comme ça, si vous avez envie de faire une blague à vos collègues et de leur donner une transformation qui ne fonctionne pas, ça pourrait toujours être marrant. Donc là, l'idée, c'est d'implémenter une passe qui transforme les additions en soustraction. Donc c'est assez simple, on a juste à implémenter une méthode qui va transformer une fonction f. Et donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire un builder. Donc ça, c'est un outil qui va nous permettre de générer de la représentation intermédiaire. Comme on a envie d'itérer seulement sur les additions de la fonction, eh ben, on va créer un filtre qui nous dit si oui ou non une instruction est un add. Ensuite, on va itérer sur toutes les instructions de la fonction avec ce filtre. Et on va pouvoir dire, OK, cette instruction-là que j'ai, c'est un add, et je vais remplacer toutes ces utilisations par une nouvelle valeur que je vais créer à la volée, et qui est une soustraction des deux opérandes du add original. Alors ici, on pourrait, ici, il nous reste juste à supprimer l'instruction qu'on vient de remplacer, parce qu'elle n'est plus utilisée, sauf qu'on ne peut pas faire ça dans la boucle, parce que ça casse l'itérateur, donc on est obligé de le faire avec un vecteur de temporaire juste après. Et comme on n'a rien cassé comme analyse, on dit qu'on n'a rien cassé comme analyse quand on retourne de la passe. Une passe, a priori, c'est aussi simple que ça. Il y a quelques autres détails qui peuvent dire, bon, je reviendrai dessus plus tard parce que ce n'est pas très important, mais il y a deux, trois autres détails, mais ce n'est pas le plus important sur le concept en lui-même. Et donc ça, comment ça s'intègre dans LLVM? Et ben en fait, il n'y a pas forcément besoin d'être dans le code source de LLVM. On peut très bien se mettre en dehors, avoir juste une version compilée de LLVM déjà, et faire un petit projet à part avec très peu de lignes de CMake. Ici, on voit, on dit juste, on peut faire un find package sur LLVM. LLVM a toute une série d'intégrations CMake qui nous permet en fait de juste avoir à faire add LLVM pass plugin, et ça nous crée un plugin avec la passe qu'on vient d'implémenter. Du point de vue du C++, derrière, pour enregistrer notre passe, on a juste à implémenter ce petit symbole là, LLVM get pass plugin info dans notre plugin, et lui passer un certain nombre de callbacks à enregistrer. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on a créé notre passe, mais quand est-ce qu'on va la lancer? Alors, il y a plusieurs choix. Soit on va la lancer en tant que partie intégrante d'un pipeline d'optimisation. Et donc, il y a un certain nombre d'endroits où on peut se brancher dans le pipeline d'optimisation. Là, je vous ai mis un exemple où on se branche au tout début du pipeline d'optimisation. Et donc, on dit, voilà, au tout début du pipeline d'optimisation, exécute-moi ce callback. Et donc, on va être appelé au moment de la création du pipeline d'optimisation avec le module Pass Manager. Et donc, on va pouvoir ajouter notre passe au module Pass Manager. Ici, comme j'ai créé une passe qui fonctionne sur des fonctions, j'ai créé un adapteur, LLVM fournit un adaptateur entre une passe qui s'applique sur des fonctions et une passe qui s'applique sur des modules. Donc, c'est ça que j'utilise pour créer la passe qui s'applique sur le module. Donc ça, c'est bien si on fait, typiquement, si on lance des optimisations sur notre code. Mais on peut aussi avoir envie de lancer notre passe et uniquement notre passe sans avoir un contexte de pipeline d'optimisation autour. Et donc ça se fait en ajoutant un callback au moment du parsing des passes. Et typiquement, que vous allez faire quand vous allez donner à opt -passes égale quelque chose, le opt va appeler ce callback, et donc vous allez pouvoir comparer si le nom correspond au nom de votre passe, et si le nom correspond, alors j'ajoute ma passe. À l'utilisation, ça veut dire qu'on peut soit faire juste appeler opt en lui donnant le plugin de passe et en lui donnant le nom de notre passe, et à ce moment-là,
ça va juste lancer notre passe toute seule, sans autre optimisation. Et sinon, on peut toujours charger le plugin, appliquer un -1, -2, -3, et notre passe sera automatiquement ajoutée au début du pipeline de passe. Au niveau du résultat, ça fait exactement ce que c'est censé faire. Je vous l'ai mis juste pour référence, mais ça fait exactement ce que c'est censé faire, c'est-à-dire qu'on transforme notre addition en soustraction. Cet exemple-là, je l'ai mis en ligne, parce que je n'ai pas fait d'effet démo, mais si vous avez envie d'aller jouer avec, vous pouvez. Et donc, il y a tout pour reproduire ce que je vous ai dit. Quelques remarques un peu annexes. LLVM a tout un système pour pouvoir déclarer des options sur la ligne de commande, et des options arbitraires. Donc, la manière dont ça marche, c'est que c'est des options qui sont statiques, et il y a différents types d'options, des chaînes de caractères, des entiers, des trucs beaucoup plus sophistiqués avec des parseurs maison. Et le seul problème, c'est que ce n'est pas compatible avec les plugins tels quels. C'est-à-dire que c'était compatible avec l'ancien Pass Manager, mais avec le nouveau Pass Manager, les options ne sont plus chargées quand on fait simplement l'autre Pass plugin. Donc, il y a un workaround que je ne sais pas si c'est vraiment voulu, ou si c'est un effet de bord qui disparaîtra avec le temps, mais c'est possible de charger deux fois soit de faire deux librairies, une avec les options et la passe, et une qui est juste le plugin. Mais la partie importante, c'est qu'il suffit de load le point SO dans opt, et là, effectivement, l'option est enregistrée. La deuxième solution, qui est probablement un peu plus propre, c'est que maintenant, on peut mettre des options directement dans le nom des passes, puisqu'en fait, on peut fournir, ici, vous voyez, en fait, j'ai directement le nom qui est passé, et donc potentiellement, le nom de la passe qui est passé. Donc potentiellement, je peux implémenter n'importe quel parseur custom d'options et les stocker dans une des options LLVM. Alors vous allez dire c'est compliqué, mais en fait, si vous regardez comment est implémenté le parsing de passe dans opt, il y a déjà des parseurs custom, donc il y a déjà des petits exemples de code qui font ça. Voilà pour les détails. Le deuxième détail intéressant, c'est que l'intégration CMake de LLVM est vraiment très propre. Donc c'est assez simple de faire des passes qui sont hors du code source de LLVM et qui sont chargées dynamiquement dans opt. Donc ça, c'est pareil, il y a juste 2-3 lignes de CMake à faire et tout est fait. Et sinon, vous pouvez aussi développer vos passes directement dans le code, directement dans les sources de LLVM, mais ça veut dire que ce sera compilé en tant que partie de LLVM, et que du coup, il va falloir recompiler tout LLVM, ce qui est long. Si vous avez, je ne vous le conseille pas, je ne vous le conseille pas chez vous si vous n'êtes pas développeur dans LLVM. Et par contre, ça veut dire que, alors évidemment, on peut toujours construire un plugin qui est chargé dynamiquement, mais aussi on peut aussi créer un plugin qui sera chargé statiquement dans opt, et pour le coup, du coup, les options marcheront juste telles quelles. Alors, un exemple de ça, c'est le plugin Buy, qui est donné comme exemple dans les sources de LLVM. Alors, j'ai aussi inclus quelques détails. Alors ça, je ne sais pas si ça va intéresser tout le monde, mais quelques détails d'implémentation du Pass Manager, et une petite comparaison avant-après. Donc, en fait, avec l'ancien Pass Manager, on avait un système de classes de pass, c'est-à-dire qu'on avait la passe de base avec quelques méthodes virtuelles, et on avait une classe module pass qui héritait de cette classe de base, une classe function pass qui héritait de cette classe de base, et on avait, quand on ajoutait une passe à un pass manager, la signature de la fonction, ça prenait la classe de base. Donc, alors, je ne suis pas forcément sûr de qu'est-ce qui a motivé les changements, mais je pense qu'il y en a principalement deux. Le premier, c'est le fait que la propriété, l'ownership du pointeur n'est pas forcément claire, puisque là, dans le cas de l'ancien pass manager, en fait, c'était l'appelant qui allouait la passe, et le pass manager qui la désallouait. Et les vérifications qu'on était bien en train de fournir des passes qui s'appliquent sur des fonctions à un pass manager qui s'applique sur des fonctions, c'était fait en fait pendant l'exécution du programme. C'est bien, mais si on pouvait l'avoir à la compilation, ce serait mieux. Et donc, c'est exactement ce qui est fait dans le nouveau Pass Manager. En gros, à partir du moment... Donc, il n'y a plus cette hiérarchie de telle ou telle passe doit hériter d'une classe commune.
En fait, à partir du moment où un objet implémente une méthode qui s'applique, qui a cette signature-là, qui retourne une preserved analysis et qui s'applique sur une IR unit, donc function, module, etc., etc., et qui prend aussi un analysis manager sur cette même IR unit, alors si un objet répond à cette fonction-là, il peut être wrappé dans le nouveau pass manager. Et pour ce faire, en fait, le design qui a été choisi, c'est c'est le patron de conception assez commun qui est concept model, où en gros, à partir du moment où l'objet passé répond à un certain nombre de contraintes, alors on peut le wrapper dans un modèle commun. Et c'est comme ça que c'est implémenté. Ici, on voit que la question de l'ownership est complètement résolue, puisque la fonction addPass, elle prend une R-value référence, et donc en fait, c'est un immédiat qui sera wrappé dans un unique pointer. Et donc, c'est bien le pass manager qui aura la propriété de la passe, et donc c'est lui qui est responsable de sa durée de vie. La bonne propriété de tout ce système, c'est que si on essaye de passer une function pass à un module manager, eh ben, ce sera détecté à la compilation, et tout simplement, votre pass ne compilera pas. Et on n'est pas obligé d'attendre l'exécution pour savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. L'autre bonne propriété qui est sympathique, c'est qu'un pass manager, c'est une passe. Ça répond à la méthode run. Donc, si vous avez envie de faire des pipelines un petit peu compliqués de pass et de faire disons, des imbrications de pipeline, bah, c'est très facile. Il vous suffit de faire un pass manager et de l'ajouter à un autre pass manager. Et ça juste marche. Je vais terminer avec quelques exemples d'utilisation d'LLVM. Donc, il y a évidemment des outils de compilation et d'optimisation. Je pense à tout ce qui est poly et outils d'optimisation de polyédrique. Mais c'est aussi possible de faire des outils d'analyse. Donc ça, on le verra notamment avec, avec le prochain talk sur Memory SSA et le talk d'Emmanuel sur les analyses statiques et dynamiques. C'est possible de faire de l'instrumentation de code. Et donc ça, on verra ça avec le talk de Camille qui suivra. Et c'est aussi possible de faire d'autres choses un peu plus exotiques, typiquement de l'obfuscation de code. Donc il y a plusieurs obfuscateurs open source qui sont basés sur LLVM. Je pense à OLLVM et Yansu LLVM. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est pour Yet Another, je ne sais plus quoi, obfuscator. Et nous aussi, à QuarkSub, on développe un obfuscateur, mais qui lui est commercial et qui est basé sur LLVM. Et enfin, la dernière chose que je voudrais mentionner et qui est vraiment pas évidente, c'est qu'on peut faire du reverse avec LLVM. Alors, c'est un peu bizarre dit comme ça, vu que à la base, c'est fait pour faire de la compile. Mais imaginons que vous avez un moyen de transformer votre assembleur en représentation intermédiaire. Et directement, vous pouvez bénéficier de toutes les optimisations de LLVM. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez transformer l'IR LLVM en représentation pour un outil d'exécution symbolique type Z3, Mies ou je ne sais pas quoi. Et vous avez finalement toute une suite d'outils pour faire du reverse de manière très pratique. Voilà, alors normalement, j'ai pas pu rentrer en détail dans tout, mais normalement, je vous ai fait une sorte disons de panel de ce qui existe dans l'infrastructure. Je vous ai mis les références pour la documentation officielle et qui, sur le nouveau Pass Manager, n'est pas si fournie que ça. Et par contre, il y a d'autres des ressources externes qui sont vraiment, vraiment très sympas. Je pense notamment au talk pendant les dev meetings de LLVM qui expliquent un petit peu les motivations des choix de design. Et LLVM Tutor qui contient quelques exemples de pass avec le nouveau Pass Manager. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Merci beaucoup. Donc, oui, il ne faut pas hésiter si vous avez des questions. En attendant que les gens se décident, je vais dire, il y a eu un commentaire sur le chat. Vous pouvez aussi les poser, on les répétera avec Kevin. C'est à part de Vincent Lochner qui disait que comme front-end, on peut citer aussi MLIR, si on peut considérer ça comme un front-end. Sûrement. En fait, des front-end, il y en a masse. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Donc, j'ai juste mis les plus populaires. Mais effectivement, ouais, il y en a beaucoup et pour toutes sortes de langages. Okay. Donc, s'il y a d'autres questions.
Les gens demandaient si on mettrait éventuellement des copies des slides. Donc ça, ce sera par présentateur. Si vous êtes d'accord, on pourra éventuellement diffuser la version PDF. On verra comment on s'arrange pour ça. S'il n'y a pas de questions, moi j'en ai une. Vous m'entendez? Ok. Oui. J'ai une question sur les options en fait que tu peux mettre dans les passes. Est-ce que, si j'ai bien compris, ça veut dire qu'on peut créer différentes versions d'une passe? Ouais, voilà. C'est-à-dire, ouais. Si j'ai une passe qui peut faire deux choses différentes, par exemple, donc je crée deux options, est-ce que là, ça me permet de créer les deux options dans ma passe et ensuite de lancer MyPass avec les options que j'ai envie d'utiliser? Potentiellement, oui. En fait, il faut voir ça comme une sorte de remplacement au cell opt qu'il y avait dans l'ancien Pass Manager, enfin une alternative, disons. Et donc, en fait, ici, à partir du moment où tu parses le... Alors, où est-ce que je dis ça? À partir du moment où tu parses ce que tu veux ici, alors, en fait, ce que tu mets dans les brackets qui sont ici, c'est complètement libre d'interprétation, quoi. Donc, ça peut être juste une passe qui a des options pour configurer comment elle va transformer les choses, ou juste deux transformations complètement différentes. Mais si effectivement c'est deux transformations complètement différentes, autant peut-être faire deux passes, vu que ça ne coûte pas grand-chose de rajouter une passe. D'accord, merci. Si je reprends l'exemple, Philippe, par exemple, si au lieu de transformer les add en sub, on veut faire des add tout nuls, est-ce Ouais. qu'on peut passer par ces options ou finalement, il vaut mieux refaire une passe, un gros copier-coller du add to sub et puis juste remplacer le sub par nul? Ah, ça, c'est une bonne question. Alors j'y ai pas trop réfléchi parce que j'avais vraiment mis ça comme exemple pour là. Mais si, alors, en fait, je pense que ça pourrait être marrant si on voulait vraiment faire ça, ça pourrait être marrant de mettre, par exemple, soit une option de dire le type d'opérateur qu'on veut changer. Donc, effectivement, mettre juste add, nul, machin. Ou mettre ici, entre crochets, l'opérateur qu'on veut changer. Et derrière, plutôt faire une sorte de map qui fait chaîne de cartes. Ah, c'est pas ici. C'est pas ici. Voilà, peut-être faire une sorte de map qui associe chaîne de caractères à méthode qu'on veut appeler pour faire le remplacement ou quelque chose comme ça. À mon avis, tu dois pouvoir utiliser juste une passe et configurer le type de remplacement par une option. Je pense que c'est plus... En fait, les deux possibilités sont jouables. En fait, on peut faire les deux. Ouais. C'est juste qu'après, c'est peut-être des conventions. Enfin, on choisit un petit peu, en fait, ce qu'on veut faire. Mais les deux Voilà, possibilités l'avantage, existent. c'est que tu vois, tu n'as pas à refaire n passes. Tu peux juste faire une passe et à changer une ligne dans ce cas particulier. Hein. Oui, voilà, dans ce cas-là, c'est ce qui me semble le plus logique, en fait, plutôt que refaire un gros copier-coller de cette passe-là, parce qu'imagine qu'il faut intervenir sur le code par ailleurs. Effectivement, ça permet de mutualiser la plupart des codes. Mais OK, donc c'était pour essayer de prendre un exemple par rapport à ces options dans les passes. Et finalement, Ceci dit, si tu paramétrises cette structure par un template qui est un enum, en fait, avec ton enum qui représente tes différentes instructions, ici, tu peux juste... Alors, il y a une autre interface que create_sub, mais en gros, create avec l'entier qui correspond à l'opcode. Ça veut dire qu'en fait, tu peux juste écrire ça sans avoir à faire de map ou quoi, à prendre le paramètre template, le passer au create, et ici, quand tu fais ton parsing ici, tu paramétrises par l'enum que tu viens de récupérer. Tu transformes la chaîne de caractères qui est entre crochets en un entier qui correspond à l'enum, et tu passes l'enum en paramètre de template de ta passe. Je ne sais pas si c'est très clair. pour moi, non, parce que je ne suis pas du tout habitué Mais bon, j'imagine que voilà, une fois qu'on a passé quelques minutes ou quelques heures dans le code, on devrait pouvoir s'en sortir. Mais je crois que dans le principe, ouais, je Bon, il pense y a que plein, il y a j'ai plein, compris. en fait, il y a J'espère plein de que manières. Enfin, comme ouais, d'habitude, non, mais il j'espère y a que, plein de que manières de c'est faire clair la même aussi chose. pour l'auditoire. Juste, on a une question aussi de Quentin qui dit il avait cru comprendre qu'un compilateur JIT pouvait sortir de LLVM. Ouais. Est-ce que vous avez des idées sur comment ça se met en place? Et merci pour la présentation. Alors, oui, en fait, il y a un mécanisme de JIT dans LLVM. Donc voilà, c'est possible de dire, voilà, j'ai une chaîne de caractères qui représente qui est mon IR,
et je la compile à la volée pendant l'exécution de mon programme dans une cible particulière. C'est tout à fait possible de dire ça, de faire ça. Et il n'y a pas spécifiquement beaucoup de choses à mettre en place, puisque il y a l'API pour ça, en fait. On crée un objet qui est le jitter, et puis on lui dit, voilà mon module, débrouille-toi. Et ensuite, je crois que ça nous retourne un pointeur de fonction vers le truc compilé, et il n'y a plus qu'à exécuter ça. J'ai pas énormément joué avec le jitter, mais c'est de mémoire, les petits essais que ça avait fait, c'était comme ça que ça marchait. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en avais une aussi sur la question des granularités des passes. Si j'ai bien compris, il y a des granularités de passes différentes. Par exemple, pour reprendre l'exemple du add sub, on aurait pu le faire sur des basic blocks, c'est ça? Au lieu de le faire sur une fonction? Tout à fait, tout à fait. Je ne sais plus où est-ce que j'ai mis ça. Ouais, en gros, il y a plusieurs unités de l'IR. Et en fait, donc il y a. Alors, ça ne va pas jusqu'à instruction de mémoire, ça s'arrête à basic block. Mais il y a aussi des unités d'IR qui sont un peu plus. Qui n'existent pas vraiment dans la représentation de LLVM, typiquement les boucles et les CG, le call graph, je crois. Et donc, c'est typiquement on peut faire une loop pass qui passe sur des boucles. Et il y a toute une structure pour ça. Mais je l'ai savamment caché pour ne pas avoir à en parler dans une introduction. Ok, d'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions au micro ou par le chat? En termes, question de Clément Barthény, en termes d'infrastructure pour faire de la manipulation de code, est-ce qu'il y a des alternatives à LLVM? C'est une excellente question. La réponse, je crois que c'est oui, au sens où tu peux implémenter des plugins GCC. Mais l'expérience, les retours d'expérience que j'ai eus, c'était que faire des plugins GCC, c'était un peu plus relou que faire des passes LLVM. Mais je crois que potentiellement, tu peux faire le même type de truc sur l'IR de GCC qui est Gimple et pas l'IR LLVM. Mais à part ça, quelque chose qui soit aussi, language agnostique, ça où peu importe le langage d'entrée, peu importe la cible en sortie, tu peux faire les mêmes choses. Je ne crois pas qu'il y ait d'alternative, non. Il y a évidemment des transformations source à source ou des trucs comme ça, hein, mais ça veut dire que tu es contraint à un langage particulier. Alors, pour compléter la réponse, parce que Philippe, je crois qu'il partage son écran, il ne voit pas ce qui se passe sur le chat. Donc, sur le chat, on a des exemples de Framassé en OCaml. On a MLIR qui pourrait bien sûr faire l'affaire. Framassé uniquement pour le C. Alors, libgcc JIT, je ne connais pas. Et donc, il y a Jean-Luc qui nous dit si vous voulez accéder à l'AST juste après le front-end C, par exemple, on trouverait les variables type fonction C, etc. Exactement. Tout à fait. C'est possible. Il finit par un point d'interrogation. Alors, je ne sais pas si c'est une question, Jean-Luc, ou si c'est une affirmation. Si c'est une question, la réponse c'est oui. En sortie de Clang, c'est possible de lui demander de dumper l'AST. Par contre, alors, je n'ai pas à re-regarder parce que l'IR c'est bien, mais il me semble que l'AST de Clang est immutable et qu'on ne peut pas le modifier. Et donc, on ne peut pas faire de transformation sur sa source vraiment propre avec Clang. Il y a quelques essais où on peut utiliser un truc qui s'appelle le rewriter dans Clang, mais c'est pas, c'est pas ouf, quoi. Donc si on veut, on peut tout à fait avoir l'AST qui correspond au code et on retrouve toutes les structures propres au langage. Et ça, par contre, sera dépendant du front-end. Hein. Donc je parle de Clang pour le C++, je ne sais pas pour les autres front-end. Ok, la réponse, ça serait juste pour récupérer des infos sur les sources. Donc, ok, merci. C'est excellent. S'il y a d'autres questions maintenant, sinon on va pouvoir passer aux 3 présentations d'exemples sur LLVM. Je vais libérer